Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire, c'est Résilience. Et cette semaine, nous évoquons les états généraux de la laïcité. Annoncé le dimanche 18 avril par Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, et lancé dès le mardi 20 avril, les états généraux de la laïcité ont pour objectif de promouvoir un débat apaisé sur un sujet sensible. Mais à peine inaugurés, ils sont déjà vivement critiqués. Comment la laïcité peut-elle nous permettre de vivre ensemble en bonne entente? Et pour répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui Lionel Boucher. Bonjour, vous êtes président de l'UDI dans la Loire. Bonjour. Robert Kerulac, bonjour, vous êtes secrétaire départemental Les Républicains. Bonjour. Bonjour Olivier Longeon, vous êtes représentant d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. On accueille aussi Jean Joumard, représentant de Agir la droite constructive. Bonjour. Bonjour. Et je suis très heureux d'accueillir Myriam Ulmer, vous êtes secrétaire de la section PS de Saint-Étienne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, très heureux d'accueillir Siam Labiche, présidente du MoDem dans la Loire. Bonjour Siam. Bonjour Jean-Marc. Et c'est à vous que je vais donner la parole donc, en premier sur la question du jour. Merci Jean-Marc de cette invitation à cette émission qui traite d'un sujet à la fois extrêmement sensible mais à la fois très important, car la laïcité dont beaucoup parlent mais dont trop peu comprennent le véritable sens, est le socle, le fondement, le principe qui doit nous permettre, qui doit nous garantir de vivre ensemble en société et de façon apaisée. C'est une loi, excusez-moi, c'est une loi qui date de 1905. Oui, tout à fait, effectivement, c'est la loi de 1905, elle date de 1905, avec comme rapporteur Aristide Briand. Or, aujourd'hui, dès que la France en fait, est secouée par de petites ou de violentes turbulences, notamment par des attentats terroristes, et on l'a vu avec notamment les derniers assassinats de Samuel Paty et de Stéphanie la policière, on brandit immédiatement comme une arme, finalement, la laïcité, souvent moins pour lutter efficacement contre le terrorisme dit islamiste, que pour venir finalement, et on le regrette, stigmatiser une écrasante majorité de citoyens de confession musulmane qui vivent leur foi en toute discrétion, en toute tranquillité, en toute conformité avec les lois et les valeurs de la République et qui, on le dit, il faut le dire, en ont marre d'être sans arrêt pointés comme responsables ou coupables des maux qui peuvent blesser notre société. Alors la ministre déléguée à la citoyenneté a pris l'initiative d'organiser ces états généraux de la laïcité, dont l'objectif est de promouvoir un débat apaisé sur ce sujet sensible que peut être la laïcité. Alors, moi, pour ma part, si cette intention, ce que je veux dire, c'est que si cette intention peut être jugée comme louable, je pense qu'elle aurait dû être lancée bien avant la loi et pas le contraire. On fait d'abord des états généraux et ensuite on fait une loi. On donne un traitement, pas avant un diagnostic. On fait d'abord le diagnostic et ensuite on donne un traitement. Mais je vais vous dire, il n'y aura jamais de toute façon de débat apaisé sur la question de la laïcité pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui la laïcité est devenue une notion qui a été on va dire galvaudée, voire même dévoyée. Et c'est un sujet qui, parfois, on a le sentiment, est récupéré, malheureusement, par l'extrême droite. Et de ce fait, nous-mêmes, quand on veut parler de la laïcité, eh bien, on est mal à l'aise pour en parler, pour la faire accepter, parce que c'est surtout ça aussi l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, la laïcité est utilisée plus comme une arme, finalement, qu'un bouclier. Et elle est là la différence. La laïcité, elle protège. La laïcité, elle préserve. La laïcité, c'est ce qui permet à tout le monde, quelles que soient ses différences, quelles que soient ses croyances, quelle que soit sa religion, ses origines, à ce que tout le monde puisse se respecter et vivre ensemble. Et tant qu'on n'aura pas compris que la laïcité, c'est un régime qui organise les relations entre l'individu, la religion et l'État, et qu'elle permet deux choses aux citoyens. La première, elle permet la liberté aux citoyens de croire ou de ne pas croire. Elle permet de changer de religion si on le veut. Elle permet de se vêtir comme on l'entend sans dicter sa loi ou sa foi à l'autre. Et elle permet aussi, d'autre part, l'égalité en droit
par le fait que l'État est obligé d'être neutre, que l'État ne peut plus, comme elle le faisait avant 1905, privilégier une religion à une autre et donner des droits à un homme au regard de sa religion et en discriminer un autre parce qu'il n'a pas la religion, parce qu'il n'a pas épousé la religion d'État incarnée par le roi, parce que c'était ça à l'époque. Tant qu'on n'aura pas réglé ce gros problème d'incompréhension qu'est la laïcité en France, on ne pourra pas parler malheureusement de façon apaisée. Alors je crois que notre rôle, en tant qu'élu, en tant qu'enseignant, en tant qu'institution, en tant qu'association aussi, et en tant que citoyen tout court, citoyen éclairé, c'est de faire ce travail de pédagogie pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, de faire ce travail de pédagogie, ce travail d'éducation, pour au final, je crois que ça passera par là, raconter finalement l'histoire de la France, en passant du baptême de Clovis jusqu'à ce long processus qui est arrivé à la liberté, à la laïcité, avec cette tribune d'Aristide Briand, qu'on doit expliquer ce qu'est la France depuis des décennies, ce qu'est la France depuis des siècles, expliquer donc ce long processus. Je crois qu'il va véritablement falloir qu'on prenne conscience, qu'on fasse prendre conscience à nos jeunes, et pas uniquement aux jeunes auxquels on pense, à tous les jeunes, que la France, en fait, c'est un beau pays, que c'est un grand pays avec de belles valeurs dont il nous faut être fiers, et qu'on n'a pas besoin finalement de transformer en fait cette laïcité. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de loi pour la faire évoluer. Il y a une loi, elle existe, il faut tout simplement la faire appliquer d'une part, mais surtout dire que la laïcité, au-delà d'une loi, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on soit en capacité de l'incarner, il faut qu'on la fasse vivre. Il va falloir que tous, on se retrousse les manches et qu'on fasse un petit peu comme Latifa Ibn Ziyaten, qui est cette mère dont le fils a été assassiné en 2012 par un terroriste, Mohamed Merah, cette mère musulmane qui a un foulard sur la tête et qui reste, je le dis, la plus grande ambassadrice des valeurs de la République parce qu'elle sillonne la France entière. Elle va voir les jeunes, où ils se trouvent, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, dans les prisons ou dans les quartiers, pour leur expliquer que leur conception de la France n'est pas la bonne. Et donc, je crois qu'il faut que nous tous, on fasse la même chose, parce que je crois qu'on est tous désireux de voir cette France unie, cette France rassemblée dans toute sa diversité, cette France fière de ce qu'elle est, il faut qu'on en soit fier de ses valeurs, et qu'on arrête de donner des tribunes, je le dis, à ceux qui distillent des discours de haine, des discours d'extrême droite, des discours qui visent une seule chose, nous diviser pour mieux régner, et notamment avec 2022 qui arrive. Donc j'espère véritablement, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, il faut qu'on reste unis et on le sera, j'en suis convaincue. J'espère véritablement que ces états généraux accoucheront d'outils pédagogiques et éducatifs, parce que c'est ce dont on a besoin, de leviers pour nous permettre encore plus de faire unité. Merci beaucoup, Siam, des États généraux qui vont durer 3 mois. Jean Joumard, votre réaction à la question du jour? 3 choses. Pourquoi le grand débat? La laïcité en question et vers quelle solution? Pourquoi le grand débat? Je ne veux pas mourir pour Danzig. Nous ne mourrons pas pour Danzig. Vous vous souvenez de cet article publié qui avait été écrit le 4 mai 1939 par Marcel Déat, socialiste et collaborationniste. Heureusement qu'il y avait des Français et des Anglais qui ont voulu mourir pour Danzig et se battre, qui ont été rejoints par beaucoup d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de la laïcité. On ne parlerait plus d'ailleurs de notre République. Et la laïcité en question, c'est quoi? La laïcité, elle rassure, mais elle ne fait pas rêver aujourd'hui. C'est vrai. Pour autant, elle est 3 choses. Liberté, pluralité, neutralité. Liberté, c'est la liberté de tous de pratiquer, de ne pas pratiquer une philosophie, une religion, et nous pouvons le faire à notre guise, dès l'instant où on respecte les lois de la République. Pluralité, la République ne reconnaît aucune religion, aucun dogme, mais naturellement, elle les accepte tous. Et chacun peut effectivement les pratiquer comme il le souhaite. Neutralité, c'est la neutralité de l'administration française et de ses agents. Et j'allais dire, c'est sa gloire, même si beaucoup de pays et beaucoup d'individus la combattent aujourd'hui.
Et quand on combat cette laïcité, c'est quoi? C'est par une certaine naïveté, et on le voit bien en France, la naïveté d'une certaine gauche qui, en prétendant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de laïcité, il n'y a pas de problème d'immigration, il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a aucun problème. Et en prétendant cela, ils deviennent ni plus ni moins que les idiots utiles des fondamentalistes islamiques. Et puis, il y a aussi une autre partie, une droite, recroquevillée sur elle-même, tentée par l'hystérisation, qui veut toujours plus de répression, toujours plus de combats, toujours plus d'amalgame. Et cette droite, elle va jouer les idiots utiles de l'extrême droite. Et au fond, il faut combattre les uns et les autres. Et les combattre. Les combattre, c'est en affirmant la laïcité. La laïcité, c'est le phare de la République. C'est ce qui permet à la République de tenir droit, debout. Et il y a de nombreuses personnes qui se battent, même à Saint-Étienne, pour la République. Les centres sociaux, chers à Siam Labiche, qui fait énormément pour eux, les centres sociaux, ils accompagnent nos enfants tous les jours sur le chemin de la République. Puis il y a parfois des petites lumières. Il y a une école qui est à Montrénaud, qui s'appelle Espérance Banlieue, qui est une école laïque, qui accompagne aussi les enfants et leurs parents. J'en ai rencontré un certain nombre qui m'ont dit, mais c'est bien, on accompagne nos enfants sur les valeurs de la République. Alors, ce grand débat, il doit déboucher sur des solutions. Évidemment qu'il y a déjà des solutions dans la loi du séparatisme, cher à Gérald Darmanin. Parce qu'au fond, le monde réel, tel qu'on l'aime, il n'est pas, comme parfois on nous l'a dit dans la physique quantique, ou comme Einstein le disait, il n'est pas simplement matériel. Notre monde réel, il est à la fois matériel et esprit, particules et conscience, et les deux sont interconnectés. C'est cher à Spinoza. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et dans la loi du séparatisme, il y a des éléments très concrets. Une charte de la laïcité, les institutions, les associations qui ne la signent pas n'ont plus leur place dans la République. La fermeture des lieux de culte qui ne respectent pas justement cette République facilitée, et la fermeture également des annexes, des lieux dépendants de ces lieux de culte. Les visites domiciliaires étendues, et puis naturellement tout ce qui concerne ceux qui ont franchi un pas supplémentaire, c'est-à-dire les terroristes, ceux qui sont surveillés. Les personnes surveillées n'auront plus le droit au rassemblement, et les terroristes pourront être surveillés plus longtemps, même à la sortie de prison. Et puis, il y a des tas de mesures qui ne sont pas dans cette loi, bien évidemment, et qui seront le résultat du grand débat. Parce que ce que nous souhaitons à agir, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, on puisse donner la chance et on puisse continuer de se battre pour illuminer ce phare de la République qu'est la laïcité. Merci. Merci beaucoup, Jean. Myriam Ulmer, alors votre réaction à la question du jour et puis une réaction à ce que ont dit vos collègues. Merci d'abord pour l'invitation. Et moi, j'ai plus centré un petit peu mon intervention sur le vivre ensemble, tout en rappelant un petit peu ce que c'était que la laïcité. Et quand dans la question, Jean-Marc, vous nous dites comment la laïcité permet de vivre ensemble, j'ai envie de vous dire, la réponse, elle est déjà pratiquement dans la question, c'est la laïcité qui devrait, même si ce n'est pas toujours facile, je le mets au conditionnel, qui devrait permettre le vivre ensemble. La réponse est dans la question. Et pour moi, la laïcité, enfin comme pour d'autres d'ailleurs, la laïcité, c'est le bien commun. C'est ce que tout le monde a en fait comme patrimoine. Et je rappelle un petit peu comment elle a été conçue. Elle a d'abord été conçue pour que la liberté de conscience de chacun soit respectée, comme le disait Siam Labiche, le droit de croire ou ne pas croire. Elle a été élaborée au départ, c'est important de le rappeler, parce que maintenant on est très focalisé sur l'islam. Elle a vraiment été créée au départ contre l'Église catholique, qui avait un pouvoir beaucoup trop important dans la société française. Elle prévoit que l'État protège la liberté de culte, mais sans s'immiscer dans les religions. L'État et ses agents doivent être neutres afin que tout le monde se sente respecté. C'est comme ça qu'on pourra vivre effectivement ensemble. Et la République française, la loi de 1905, effectivement, mais aussi sa constitution,
consacre cette valeur et les principes qui en découlent. L'universalité, c'est ce qui vaut pour tous, c'est l'intérêt général. Et vivre ensemble, c'est respecter les croyances ou les non-croyances de l'autre. Alors, vous me direz, pour les socialistes, quel est le plus? Qu'est-ce qu'apportent les socialistes en plus? Pour nous, ce vivre ensemble, cette laïcité doit impliquer une égalité sociale. Force est de constater que la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité et laïcité, n'est pas toujours au rendez-vous. Et du coup, certains peuvent ne pas croire dans ces principes de laïcité et ne la voir que comme une contrainte ou comme des interdits qu'on leur pose. Alors, le vivre ensemble est à ce moment-là remis en question. Et les discriminations sociales, ethniques et territoriales renforcent cette non-croyance dans la laïcité. Par exemple, comme on l'a entendu l'autre jour sur un reportage où Emmanuel Macron était rencontrait une parent d'élève qui disait que dans son collège, il n'y avait aucune mixité sociale, et où son fils lui disait « Mais maman, est-ce que Pierre, c'est un prénom qu'on ne trouve que dans les livres ?» On voit bien que là, la République, elle ne remplit pas sa mission de mixité, elle renforce les communautés. Donc ce repli communautaire, la revendication religieuse sont parfois le signe que cette promesse républicaine ne convainc plus. Et pour nous, la laïcité, ce n'est pas seulement parler de la gestion des plages ou des vêtements dans l'espace public. C'est un idéal à atteindre. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important que de se rabaisser simplement à des problèmes de vêtements. Donc, comment lutter contre ces remises en cause? Nous, on aurait quelques propositions qui, bien sûr, ont pu être déjà essayées, mais qu'il faudrait peut-être renforcer. Pour nous, il faut mieux expliquer la laïcité. C'est ce que disait aussi Siam Labiche, pour qu'elle soit mieux comprise. Déjà à l'école et dans les lieux, effectivement, les centres sociaux, les amicales, parce que l'école est un lieu qui a pour but d'émanciper l'enfant, de l'aider à être libre, d'accéder à l'esprit critique, de prendre du recul par rapport à ses origines culturelles, à ses traditions, et l'ouvrir à l'universalité. C'est quand même des principes qui sont énormes, et c'est quand même un poids énorme qui repose sur l'école, et que l'école publique laïque essaye de remplir au mieux. On n'a peut-être pas besoin d'aller chercher des écoles type Espérance banlieue, qui ont été cités tout à l'heure dans ce débat. Je pense que les enseignants qui travaillent dans toutes nos écoles, nos collèges et nos lycées sont bien à même de développer ces principes. Une autre idée pour lutter contre ces remises en cause de la laïcité, c'est aussi dans l'explication à tous, à toute la population, aux élus aussi, qui des fois, quand on entend des discours, on peut se poser la question sur leur connaissance des principes de laïcité, aux agents publics qui travaillent dans les administrations, que tout le monde ait effectivement cette ouverture sur la laïcité, cette compréhension de la laïcité, et ne pas avoir une vue simpliste de la laïcité. Donc ça a déjà été mis un petit peu en place avec les formateurs qui ont été référents, je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, qui ont été formés pour développer justement cette meilleure connaissance de la laïcité, pour qu'on n'en reste pas à des idées préconçues. Mais je pense on pense qu'il faudrait démultiplier ces interventions et ces formations de façon à ce que vraiment beaucoup plus de populations soient touchées sur ces explications. L'autre chose qu'il faudrait éviter, c'est tous ces débats polémiques incessants qui, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans les médias, hop, on caricature, on tient des discours opportunistes, effectivement, comme peut le tenir le Rassemblement national, mais d'autres aussi, pourvu que ça fasse du buzz, pourvu qu'on puisse tenir des propos ségrégationnistes, je dirais, des propos rejetant l'autre, allez hop, ça marche, pour que les médias nous relaient. Voilà. Donc, éviter ces débats-là, parce que ça caricature complètement. Alors, pour en revenir aux États généraux, les États généraux, dans ce cadre-là, organisés par Marlène Schiappa, ils auraient pu avoir un intérêt s'ils n'avaient pas été mis en place déjà, sans aucune concertation en amont avec les associations qui travaillent sur la laïcité depuis longtemps, sur les différentes ligues, etc. Et s'ils n'apparaissaient que dans un calendrier médiatique, c'est-à-dire maintenant, allez hop, on fait du buzz là-dessus aussi.
D'ailleurs, on a vu qu'il y a certains syndicats, la CFDT pour ne pas la nommer, qui a dit qu'elle ne voulait pas participer à ce buzz. Sachant que la loi, en plus, comme ça a déjà été dit, sur les séparatismes, elle est déjà pratiquement votée. Donc, elle arrive un peu en retard par rapport à la loi. Donc, pour conclure rapidement, surtout pour nous, ce qui nous paraît important, la priorité, c'est d'améliorer notre société, avant de parler de laïcité, car comme disait Jaurès, je me permets de le citer, puisque c'est quand même un de nos pères historiques, la République doit être laïque et sociale, mais elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. Merci beaucoup, Myriam. Lionel Boucher, votre avis sur la question? Bonsoir. Bon, écoutez, déjà, je crois que Marlène Schiappa a lancé une initiative qui a pris tout le monde de court, à commencer par le gouvernement. Et pour être très clair, je crois qu'elle envisage d'être candidate aux élections régionales à Paris, soutenue par Agir et le MoDem. Et il me semble que cette initiative n'ira donc pas beaucoup plus loin. En tout cas, ce débat sur la laïcité arrive à l'évidence un peu tard, puisqu'il arrive après la loi sur les principes de la République, et beaucoup d'associations ont annoncé de toute façon qu'elles n'y participeraient pas. Je trouve même que le postulat est mal posé, pour être très honnête. La ministre a justifié son projet de charte sur sortir de la tenaille entre, d'un côté, les identitaires d'extrême droite et de l'autre, les indigénistes, les islamo-gauchistes et Europe Écologie Les Verts. Bon, son intention, si elle était de dépassionner le débat, je ne suis pas sûr qu'elle y parvienne. Alors, moi, je dois dire que, très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on vient relancer aujourd'hui ce débat. Pourquoi ne pas s'en tenir tout simplement aux déclarations d'Emmanuel Macron, le président de la République, quand il est allé au Bernardin, où il a reconnu la laïcité de reconnaissance avec un cadre précis qui est celui de la loi de 1905, qui donne précisément un cadre qui est celui de l'expression des religions. Nous avons, et c'est heureux, la possibilité d'avoir chacun notre religion. Elle doit s'exprimer dans notre cœur et dans les lieux pour ce faire, mais en tout cas, elle n'a pas à s'exprimer dans les rues de notre cité. Alors, il est vrai que la loi de 1905 a été écrite à une période où l'islam n'existait quasiment pas en France, et de nouveaux enjeux sont apparus depuis. Si la République doit permettre à chacun de la vivre en conscience, il est évident qu'elle doit prendre garde aussi à faire en sorte que, notamment sur le financement des lieux de culte par des puissances extérieures, ne viennent pas perturber le bon fonctionnement de notre République. Je pense que c'est aussi ça le principe de cette loi de 1905. Et puis, je terminerai pour ne pas être très long. Je dis que quand même, en habitant à Saint-Étienne, nous ne pouvons pas nier l'inspiration chrétienne de notre pays. Donc, la laïcité, oui, dans son plein pouvoir, oui, selon la règle de 1905, et on n'a pas besoin de réécrire autre chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Lionel. Olivier Longeon, votre réaction à la question du jour? Je ne peux pas m'empêcher de réagir instantanément à ce que vient de dire Lionel. Ça va mettre un petit peu de débat. Tu as dit on a la possibilité d'avoir la liberté de choisir sa religion. On a aussi, dans la loi de 1905, la liberté de ne pas avoir de religion, et ça a aussi son importance. Alors moi, je dirais, comme d'autres l'ont dit sur ces assises, c'est vraiment... c'est toute la conception de la démocratie d'un gouvernement qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on fait la loi, on lance la loi, après d'ailleurs avoir agité dans tous les sens et avoir mis le feu aux poudres, et puis après on dit on va faire des assises pour discuter. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on devrait faire en politique et l'inverse de tout ce qu'on doit faire en termes de consultation des citoyens. Donc déjà, ça, je dirais, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau que je vois, moi, c'est comme pour la loi sécurité, la volonté depuis un certain temps de gouvernements se succédant, et ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, on met des couches. On met des couches parce qu'on dit « Ah, la loi, elle n'est pas assez forte et tout ». Alors, à un moment, ça a été le CRCM, donc ça, c'est Sarkozy d'un côté. Mais la sécurité, c'est pareil. On met des couches, on met des couches, on met des couches, on met des couches. Finalement, globalement,
y a-t-il plus ou moins de problèmes? Je ne suis pas sûr qu'on en ait fait les statistiques pleines et entières. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment regardé où on en était. Le terme islamo-gauchisme, il naît dans les années 80-90, parce qu'il y a une alliance objective entre les terroristes d'extrême gauche et les terroristes, à l'époque palestiniens, et c'est là qu'il apparaît. Le terrorisme est là. Et les Palestiniens, on peut dire, ils étaient musulmans. Oui, en fait, surtout, ils se battaient pour leur territoire et ils ont fait un certain nombre d'actes terroristes très graves et répréhensibles dans toute l'Europe. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à entrer en Europe, ils se sont appuyés sur les terroristes d'extrême gauche. C'est là qu'apparaît le terme. Rappelons-le. Donc, faisons le point réellement de la situation. Posons-nous les questions de qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Toujours est-il que la loi de 1905, elle suffit pour ce qui est de la laïcité, et je crois que tout le monde le dit. Elle a défini des choses très clairement. Effectivement, elle a défini à un moment où l'Église catholique avait un poids énorme. Aujourd'hui, il y a d'autres religions qui apparaissent qui ont un poids énorme, mais elle suffit. Elle est bien, cette loi. Et je voudrais juste dire que avant de passer dans les deux chambres que sont le Sénat et l'Assemblée, il y a quand même une consultation du Conseil d'État, dans lequel il n'y a pas que des gauchistes. Et le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à dire que cette loi, il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient inutiles, qui étaient des erreurs, qu'eux, ils allaient remettre en cause parce qu'ils doivent juger de la loi par rapport à la Constitution. Et que fait ce gouvernement d'ailleurs? Regardez le nombre de lois, depuis que ce gouvernement est passé, qui ont été remises en cause par le Conseil d'État, parce qu'il a dit c'est anticonstitutionnel. On veut tellement aller au bout du bout du bout du bout qu'on fait n'importe quoi. Par contre, donc, nous on dit pas de loi, ça n'empêche pas d'avoir des assises, mais les assises, elles doivent avoir lieu avant la loi et elles doivent avoir lieu sur un vrai bilan. J'irai un petit peu plus loin pour dire que je trouve regrettable qu'on ne dise pas assez fortement que ce qu'on a envie, c'est de se battre tous contre les radicalismes, tous les radicalismes, et que ce qu'on défend, c'est la liberté d'expression, la liberté, comme je l'ai dit, d'avoir une religion, de ne pas en avoir, et ainsi de suite. Et puis, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est que cette loi qui a amené cette réaction de Marlène Schiappa sur des assises, elle parlait de séparatisme. Je terminerai là-dessus. Le séparatisme, il a été défini par des sociologues et pas du tout comme on l'a dit, comme on l'a transformé. Les sociologues ont dit on est dans une société où malheureusement on est en train de se morceler socialement. On va retrouver des gens qui sont isolés dans leur quartier, ça a été, je crois, bien dit par Myriam Ulmer, et qui ne peuvent plus en sortir. Parce que c'est un quartier totalement de HLM, dans lequel on reloge des gens uniquement en HLM, que parfois ils ont de mauvaises liaisons de transport en commun, comme par hasard, et donc quand ils veulent retrouver du boulot, ils ont des soucis pour retrouver du travail parce qu'ils sont mal desservis, sans les moyens de se déplacer, et ainsi de suite. Mais cette loi, quand les sociologues ont parlé de séparatisme, ils ont parlé aussi de séparatisme dans des lotissements, en disant, par exemple, ce que les écologistes d'ailleurs disaient depuis très longtemps, en troisième couronne. C'est-à-dire quand on commence à s'éloigner à 20-25 km d'un centre-ville. On s'est endetté à 33% pour payer sa maison, mais on se réendette sans le savoir à 33% au niveau de l'énergie pour pouvoir se déplacer et payer son logement. Et on arrive dans des zones où on a ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire ce qui permet de vivre, qui diminue tellement qu'on n'arrive plus à vivre. Et ça a donné le mouvement qu'on a connu qui s'appelle les Gilets jaunes. Et quand les sociologues ont parlé de séparatisme, c'est qu'ils ont dit ça. C'est qu'ils ont dit, si vous êtes dans le centre-ville, vous pouvez avoir un bel appartement. Si vous êtes dans certains quartiers, comme par hasard, vous allez avoir quelques soucis parce que ces quartiers sont mal desservis, parce qu'on fait exprès d'y loger, parce qu'il y a des politiques de logement qui ne sont quand même pas parfaites. Et quand on est en première couronne, c'est-à-dire directement aux abords de la ville-centre, comme par hasard, il y a des lotissements qui valent très cher avec des gens qui ont de l'argent. Et puis quand on s'éloigne, on se retrouve avec des gens qui sont piégés par les déplacements et ça leur coûte trop cher. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et eux, ils se trouvent isolés. Comme d'ailleurs, on l'a dit avant de préparer cette émission, certains à la campagne se ressentent dans cet isolement. Et la loi, elle a été faite côté laïcité, mais côté séparatisme, elle n'a rien résolu. Si on veut changer les choses, il faut qu'on ramène de l'égalité, il faut qu'on ramène de la fraternité. Et ça passe aussi par la liberté. Donc on a un énorme travail à faire. Merci beaucoup, Olivier. Puis on termine ce premier tour de table avec vous, Robert Carulac. Et je serais d'abord tout à fait d'accord pour dénoncer la frénésie législative du gouvernement qui réagit au coup par coup lorsque certains extrémistes
tiennent des propos qui semblent aller à l'encontre de nos règles de vie commune et notamment des grands principes de la laïcité. L'assassin qui a massacré la pauvre Sarah Halimi, eh bien, la justice refuse de prendre ses responsabilités par rapport à lui et on va faire à nouveau une loi et on empile les lois les unes sur les autres. On est dans la réaction par rapport à des sujets d'actualité, certes brûlants et souvent qui posent des problèmes ou créent des scandales, hérissent évidemment la population et inquiètent les Français, mais ce n'est pas en empilant des lois nouvelles les unes sur les autres qu'on résoudra ces problèmes, puisqu'il y a déjà des lois qui existent et qu'il faudrait peut-être tout simplement commencer par les appliquer. Et à cette frénésie législative, j'ajouterais une frénésie communicationnelle. On est dans le coup de com' permanent, donc on fait des assises de la laïcité. Bon, pourquoi pas, on peut toujours débattre, hein, mais on a l'impression que ça intervient justement à un moment où toutes les décisions nouvelles sur le plan législatif ont été prises et donc on va réunir les Français, qu'on va faire de belles images, qu'on va échanger quelques propos bienveillants et que tout cela, finalement, permettra de modifier l'image du gouvernement et du président de la République pour les rendre plus positives. Et je crois effectivement que ce n'est pas en s'y prenant comme cela qu'on réussira à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Bon, cela a été dit, mais la laïcité, elle permet et surtout elle protège la paix civile. Il faut se souvenir qu'en France, il y a un long passé de massacres et de guerres dues à l'intolérance religieuse. Et on peut même remonter jusqu'au Moyen-Âge et parler du génocide des Cathares. Souvenez-vous de ce qu'a dit le légat du pape lors du siège de Béziers en 1209. Il a dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Bon, après, on pourrait parler de la Saint-Barthélemy, on pourrait parler des guerres de religion, mais il y a eu aussi des évolutions. Il y a eu l'édit de Nantes, qui a été malheureusement abrogé ensuite par Louis XIV et reconduit d'une certaine manière, mais dans une version plus allégée, par Louis XVI sous la dénomination d'édit de Versailles en 1787, qui admettait la pluralité ou une certaine pluralité des religions en France. Et puis il y a eu la Révolution française, le Concordat de 1801 qui visait justement à permettre une pluralité des religions et un maintien, une garantie de la paix civile. Et puis enfin la loi de 1905, bon, je fais ça à grands traits, qui, elle, fixe des règles qui, à mon avis, sont toujours valables aujourd'hui. Hein, j'ajouterais l'article 1er de la Constitution de 1958, rédigé par Michel Debré et plus qu'inspiré, voulu, souhaité par le général de Gaulle. L'article 1 qui dit tout simplement la République française est indivisible, laïque et sociale. Et cela a du sens, au-delà de ces mots qui évidemment pèsent lourd, si on veut bien les prendre au sens strict. Ça veut dire qu'on ne se définit pas par son appartenance à une communauté. On se définit par une appartenance à une nation et à une république. Et à partir du moment où on appartient à cette nation, eh bien, c'est le fameux plébiscite permanent de Renan, on respecte les lois de la République. C'est l'engagement que l'on prend lorsque l'on choisit de vivre en France ou lorsque l'on vit en France parce que l'on y est né. Et je pense que se souvenir de cela, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi toujours débattre ? Eh bien, on peut évidemment essayer de convaincre, on peut essayer d'expliquer que justement, il y a une histoire tragique et que la laïcité en France est une réponse pour justement mettre fin à ces tragédies qu'étaient les affrontements entre les religions et que provoquait l'intolérance et le refus de la liberté de conscience. Mais débattre, justement, dans le cadre républicain, c'est être capable de raisonner, c'est être capable d'argumenter, c'est être capable de considérer que nos opinions, nos croyances, notre foi éventuelle ne sont pas supérieures à celles des autres et qu'on doit être à l'écoute aussi de ceux qui ont des différences à affirmer pour, j'allais dire,
se respecter les uns les autres dans le cadre de ce que Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, appelait le désaccord raisonnable. Le désaccord raisonnable, eh bien, c'est justement ce que doit permettre le débat républicain, c'est-à-dire qu'on doit être capable, comme nous le faisons ce soir, d'écouter, d'entendre les arguments des autres, sans renoncer aux nôtres, sans renoncer à nos convictions, mais en étant capable aussi d'une part d'autocritique par rapport à ce que nous sommes. Donc je crois que les lois qui existent mériteraient d'être peut-être mieux enseignées, mieux expliquées, mais qu'il n'est pas nécessairement obligatoire de toujours vouloir en ajouter de nouvelles. Et tout comme cela a été dit aussi au cours de ce débat, de cet échange, il y a en France aussi une tradition athée, agnostique, qui est extrêmement importante, qui remonte au minimum au XVIIe siècle, avec les grands esprits de l'époque, et notamment un qui est devenu célèbre ensuite grâce à Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, même si Rostand n'est pas très fidèle à la biographie de Cyrano. Il y a Pierre Bell également au XVIIe siècle, et puis les philosophes des Lumières, qu'il ne faut pas oublier, dont certains étaient théistes, mais n'adhéraient pas nécessairement à une religion. Et puis cela a été dit aussi, mais j'insiste là-dessus, on a le droit de changer d'avis. C'est pour ça qu'on ne se réduit pas à l'appartenance à une communauté. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de religion, on a le droit de croire et peut-être 10 ans après de ne plus croire, ou le contraire, de ne pas croire et puis un jour d'avoir la révélation et de découvrir la foi. Donc tout cela, c'est absolument essentiel pour notre société, pour notre nation française, de reconnaître toutes ces libertés et de reconnaître à chaque individu la possibilité de construire son existence, de construire ses convictions et éventuellement de construire ses croyances. Et puis, je dirais, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Je pense à l'antisémitisme notamment, et malheureusement en France, il y a une montée de l'antisémitisme, il y a des statistiques qui sont incontestables de ce point de vue-là, et également parfois des attaques contre l'égalité homme-femme. Et là, on s'attaque à l'article 2 de la Constitution de 1958, qui rappelle que l'égalité entre les hommes et les femmes est évidemment absolue dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie professionnelle et bien évidemment de la vie spirituelle également, même si la Constitution ne va pas aussi loin puisqu'elle ne se préoccupe pas de spiritualité, mais elle sous-entend que évidemment l'égalité est absolue et que les femmes ont heureusement le droit de construire leur destin, leurs croyances, leur vie professionnelle, leur vie sociale comme elles l'entendent, en toute liberté et en toute égalité avec les hommes. Merci beaucoup, Robert. Je reviens vers vous, Siam Labiche. Alors, une réaction sur les propos de vos camarades? Oui, ça a été très complet. Moi, ce que je voudrais dire en réaction, c'est de faire preuve un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Donc, j'ai entendu un petit peu les remarques politico-politiciennes. Moi, je ne crois pas qu'il faut qu'on s'inscrive là-dedans parce que la laïcité, ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de bon sens et c'est le bouclier qui nous permet de vivre tous ensemble. Il y a eu des attentats sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a eu, donc de droite, il y a eu des attentats sous le mandat de François Hollande, donc de gauche, avec une mouvance aussi des Verts. Hein. Et il y a eu des attentats sous le régime, sous le mandat d'Emmanuel Macron. Si quelqu'un avait la clé pour pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes, je crois que déjà, on n'aurait plus ces attentats et ces problèmes de laïcité, j'ai envie de dire. Donc, je crois qu'il faut faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle, de prendre de la hauteur et de faire comprendre que si on veut sortir de ces polémiques stériles, il faut que nous-mêmes, on soit en capacité de construire le terreau favorable pour que tout le monde comprenne que la laïcité est une condition sine qua non pour pouvoir vivre tous ensemble. Et ça passe par de l'éducation, par de la culture, dans toutes les écoles, dans tous les milieux, quels qu'ils soient. Je vous rejoins, Madame
Madame Ulmer, ce n'est pas que dans les quartiers dits populaires, mais même dans les milieux ruraux, il y a aussi du séparatisme. Donc, il faut qu'on lutte contre toutes ces formes de séparatisme et l'extrême droite est un séparatisme. Et il faut que tous les représentants politiques, quels qu'ils soient, à partir du moment où ils n'appartiennent pas à des courants extrémistes, se rassemblent sur ces sujets. Merci beaucoup, Siam Labiche. Jean Joumard, une réaction aux propos de vos camarades? Tout le monde a rappelé ce qu'était la laïcité. Toutefois, j'ai un peu l'impression d'être dans le monde de oui-oui. À entendre beaucoup d'intervenants en France, pas besoin de débat, il n'y a pas de problème de laïcité. Mais sortez de vos bureaux, allez dans les quartiers, allez voir les gens, ils vous expliqueront effectivement qu'il y a des problèmes, tant de laïcité que d'autres choses. Il y a des problèmes. Effectivement, nous ne sommes pas dans la ville à Saint-Étienne qui a le plus de problèmes. Dieu merci, j'allais dire. C'est aussi grâce au travail des associations, des élus et de tous les intervenants. Mais il y a des villes en France où il y a énormément de problèmes. À Avignon, il y a un quartier qui s'appelle la Reine Jeanne où il y a un tribunal islamique qui rend la justice. Vous trouvez ça normal? Moi, pas. Ça n'est pas ma notion de la laïcité. Un débat ne peut pas nuire, et la loi qui a été faite sur le séparatisme, j'allais dire, elle est parallèle. Mais sur ce débat de la laïcité, va sans doute déboucher d'autres propositions. Parce qu'à vouloir dire qu'il n'y a jamais de problème, ça me rappelle un petit, j'en terminerai par là, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu personnellement il y a très longtemps. Les moins de 23 ans ne peuvent pas s'en souvenir, ils n'étaient pas nés. En 1997, j'étais collaborateur d'un député qui s'appelait Jean-Pierre Philibert, qui avait sorti avec Suzanne Sauvégo un rapport parlementaire sur l'immigration clandestine. Le voilà. On y trouve tout. On y trouve à la fois le constat, les auditions, bien sûr, et les prémices de solutions. Savez-vous ce qu'ont fait les politiques de droite et de gauche? Mais ils l'ont enterré. Ils n'ont rien fait. Parce qu'il n'y avait pas de problème, bien sûr. Et à en croire, il n'y a toujours pas de problème. Eh bien, si, de mettre en exergue la laïcité par un grand débat national, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy voulait le faire sur l'identité française, ça n'a pas abouti, mais ça aurait pu. Eh bien, le grand débat sur la laïcité doit permettre effectivement de déboucher sur des solutions et des rappels. Et même si ce ne sont que des rappels, c'est important pour tout le monde. Et je terminerai en disant que oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Siam Labiche, c'est important, pas seulement dans un quartier, pas seulement dans une école, c'est important qu'on rappelle à tous nos enfants la laïcité partout. Parce qu'il n'y a pas seulement une catégorie de gens qui sont contre la laïcité. Non, il y en a partout, dans tous les... C'est comme ça, dans le monde entier. Et il faut expliquer, ça n'est pas naturel. La laïcité à la française n'est pas naturelle pour tout le monde. Et on songe bien sûr, et je terminerai, on songe bien sûr à certains pays qu'on montre parfois du doigt, ou certaines populations. Il se trouve qu'il y a un pays qui m'est cher, puisque ma femme est russe, c'est la Russie. La Russie ne comprend absolument pas, les Russes ne comprennent pas notre notion de laïcité. Et donc, j'allais dire, c'est un combat pour leur expliquer. Voilà. Donc, il faut débattre, c'est important pour tous. Merci beaucoup, Jean Joumard. Myriam Ulmer, une réaction sur le propos de vos collègues? Moi, je ne pense pas qu'on ait fait trop de polémiques aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivés quand même tous à un consensus, me semble-t-il, que la loi de 1905 suffisait à donner le cadre. On est tous d'accord là-dessus, me semble-t-il. Donc, je vois pas la polémique. Moi, j'ai veillé à ne pas parler du problème des attentats. Quand Siam Labiche évoque ce problème, quand on parle de laïcité, je pense qu'il y a confusion. Parce que les attentats, c'est du terrorisme islamisme, ça n'est pas la religion de l'islam. Pour moi, la laïcité, elle encadre les religions. Enfin, elle encadre. Disons, elle permet l'exercice des religions. L'État préserve la liberté de culte et ne s'immisce pas, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais le terrorisme, c'est un autre sujet. Enfin, je pense, même si on dit qu'effectivement, l'islam
ces dérives peuvent aller jusqu'à l'islamisme. Alors là, il y a un débat à savoir si c'est vraiment l'islam ou si c'est des dérives sectaires, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais le débat sur la laïcité, il faudrait qu'il reste vraiment sur les religions et non pas parler du terrorisme islamiste. Et c'est vrai que nous, en France, comme vous le disiez, on a une spécificité, on n'a pas du tout une laïcité comme les anglo-saxons. Il y a très peu d'États dans le monde qui ont une laïcité. Il y avait la Turquie, qui était un État laïque, un peu comme nous, mais maintenant, ils ne le sont même plus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui reste comme pays qui est vraiment laïque. À part la France, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'on a une spécificité en France qui vient effectivement du siècle des Lumières, hein, et qui fait bien le distinguo entre vie privée et vie publique, on va dire, enfin, espace public pour l'expression des idées. Mais moi, je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat terrorisme, islamiste et laïcité. C'est un autre débat. Je suis bien d'accord et je ne veux pas laisser croire que j'ai dit ça à un seul moment, surtout moi, Madame Ulmer. Alors peut-être que je me suis mal fait comprendre, on est bien d'accord. Mais quand j'ai parlé de laïcité, on l'évoque souvent quand il y a des attentats. Et on parle effectivement de terrorisme. Et je vous rejoins totalement, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. On est bien d'accord. En revanche, il y a des personnes qui se disent de l'islam et qui dévoient l'islam. Et c'est contre celle-ci qu'il faut lutter, et non pas contre l'islam, contre ces personnes qui dévoient le message de l'islam ou qui dévoient les messages du christianisme, du catholicisme ou du judaïsme. On est d'accord. On est d'accord. Merci Myriam, merci Siam. Lionel Boucher, votre réaction? Écoutez, moi, je suis assez heureux d'avoir un débat apaisé. Après, à l'évidence, nous n'avons pas apporté beaucoup de solutions. Peut-être faut-il en esquisser quelques-unes. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une ville où nous sommes un peu moins concernés par la difficulté. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville ouvrière. Je suis un petit-fils de mineur dans les cités des mines. Nous vivions tous ensemble et que la religion et la couleur de peau, vous savez, quand ils sortaient des terrils, ils étaient tous noirs et la question ne se posait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que chemin faisant, nous avons des difficultés qui sont un peu plus prégnantes. Cette sédimentation qui a fait ce que nous sommes à Saint-Étienne existe un peu moins dans d'autres régions. Je ne veux pas qu'on mélange la laïcité et la problématique des concentrations ou mélanger avec d'autres sujets du vivre ensemble, parce qu'il me semble qu'on s'éloigne du problème. En revanche, peut-être que pour un temps, il faut le temps de l'éducation d'une génération nouvelle qui a peut-être du mal à trouver des repères. Peut-être que nous soyons un peu plus stricts sur la règle et peut-être qu'il faut que l'espace public, qui est celui que nous fréquentons tous, soit, lavé n'est pas le bon terme, mais soit neutralisé par rapport aux signes distinctifs. Peut-être là, il y a une solution. Peut-être que seuls les tenants du culte devraient pouvoir arborer des signes distinctifs et que l'ensemble de la population, les autres, nous, eh bien, nous soyons neutres dans cet espace public. Peut-être qu'il y a ici quelque chose pour refaire société et bien faire en sorte qu'il n'y ait plus de distinction qui puisse s'exprimer. Et puis, il y a un combat à mener, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'est celui des financements extérieurs des lieux de culte. Quand on voit aujourd'hui, alors ça a été la problématique à Strasbourg avec cette association Miligorus qui refuse de signer la charte sur la laïcité et qui en même temps vient financer un lieu de culte, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut que l'État soit ferme sur ses principes. Depuis 1905, je le rappelle, les églises ne sont plus financées par l'État et il faut bien qu'ils s'en débrouillent. Donc je crois que si nous voulons pouvoir conserver ces espaces de neutralité et faire en sorte que chacun puisse évoluer en toute tranquillité, eh bien je crois que seuls les tenants du culte doivent pouvoir arborer des signes distinctifs. Les autres doivent le faire uniquement dans l'espace privé. Merci beaucoup Lionel Boucher. Jean-Marc, oui, une simple réaction sur ce que vient de dire Lionel, parce que je suis en désaccord et je voulais quand même l'indiquer.
Sur les lieux de culte, ce qui pose problème à Strasbourg, c'est effectivement, c'était, j'allais dire, on va dire le concordat, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, qui permet, et c'est effectivement le fait de ne pas avoir signé la charte. À Saint-Étienne, tout le monde sait, la grande mosquée de Saint-Étienne, à l'intérieur, la décoration, beaucoup de décorations ont été payées par le roi du Maroc. Ça n'a jamais posé l'ombre d'un problème à qui que ce soit, qu'il soit religieux, athée ou autre, parce que ça s'est fait dans la meilleure entente et ça n'a pas posé de problème. Ça, c'est une première chose. Sur le signe distinctif, Lionel pense sans doute au voile. Et là encore, je suis en désaccord pour une raison très simple. Siam l'a rappelé, Madame Ziateb porte le voile. C'est l'un des plus beaux étendards de la laïcité que l'on a. Et puis, je rajouterais sur le port du voile une chose, c'est contraire à notre loi de 1905. La République française ne reconnaît aucune religion. Donc pour elle, il n'y a pas de voile religieux parce qu'elle ne le reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas. Et c'est si simple. Et en plus, il y a des départements français. Allez à l'île de la Réunion. Vous verrez des gens habillés avec toutes les variétés, de toutes les religions. Et ça ne pose visiblement, à la Réunion, très peu, voire pas de problème. Donc je pense que le vivre ensemble, c'est aussi ça. Est-ce que ça pose des problèmes en Seine-Saint-Denis, Jean Joumard? Jean, est-ce que les distinctions posent des problèmes en région parisienne? On ne peut pas les nier. Je suis allé à plusieurs reprises. Mais c'est moins paradoxalement le voile qui pose un problème en Seine-Saint-Denis que les trafics de drogue. Et ça, on ne va pas transformer tous nos amis musulmans en trafiquants de drogue, en poseurs de bombes. Arrêtons. C'est une petite poignée. Mais qui parle de ça? Qui parle de ça? Les signes distinctifs. C'est toi qui évoques la question du voile. Moi, là encore, quand j'étais petit, ma grand-mère avait une capeline et notre voisine de palier portait un voile. Et la question ne se pose pas en ces termes. C'est quoi les signes distinctifs? Eh bien, ça veut dire que ma croix, je la cache, la kippa, c'est uniquement dans l'endroit où il doit être porté, et chacun vit pleinement sa religion à l'endroit où il doit la vivre, que l'espace public doit être neutralisé. Tant que nous ne sommes comment on fait? Celui qui aura, je sais pas, le punk, qui aura une iroquoise. Vous ne savez pas que c'était une religion, Olivier. Qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets où? Exactement, c'est un principe de liberté et force doit rester à la loi. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'interprétation de la loi. C'est une loi, force doit rester à la loi. Donc aujourd'hui, c'est autorisé par la loi 1905. Il faut aller chercher autre chose que ceci. Dans l'espace public, je le redis, la laïcité, c'est ce régime qui organise les relations entre l'individu, la religion et l'État dans différentes sphères et l'espace public l'autorise. Donc, force doit rester à la loi. On ne doit pas interpréter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, disons qu'il y a un consensus sur la loi de 1905. En fait, Lionel Boucher, je pense que vous ne connaissez pas la loi de 1905. Je la connais, Madame Hulmer, mais je sais grâce à vous pourquoi je ne suis pas socialiste en revanche. Je peux vous le dire. Je sais grâce à vous pourquoi je ne suis pas socialiste en revanche. Parce que votre propos liminaire, je ne le partage en que peu de choses. Mais pourquoi pas? Alors, le temps passe très très vite. Olivier, la parole. Allez, rapidement. Je pense qu'il ne faut pas sombrer dans un certain, dans toutes les choses-trappes qu'il y a autour de ce sujet. Jean Joumard nous parle de tribunal islamique dans un quartier d'Avignon. Cette information a été fortement démentie par la presse locale. Alors, je ne sais pas si la presse locale dit des histoires, mais Paris Match l'a écrit, ça c'est vrai, je sais. Mais donc, on ne sait plus après où est le... Quand on parle de terrorisme et de terrorisme islamique, n'oublions pas que plus on a mené d'enquêtes, moi je pense par exemple à tous les terrorismes qu'il y a eu dans les années 80, où on a dit, ou 90, je ne me souviens plus, 90 plutôt, où on a dit un certain nombre de choses et où on s'est rendu compte que c'était l'Iran qui a renégocié un emprunt avec la France. Il faut s'en souvenir de l'histoire Eurodif, et où on a dit que c'était des attentats déjà islamistes, etc. Les attentats islamistes venus d'Algérie, où c'était peut-être plus un problème politique du gouvernement algérien qui cherchait à déstabiliser la France,
pour qu'on les accompagne, certes, dans leur lutte contre le Front islamique de salut, mais attention, on n'était pas dans… Enfin, je ne sais pas ce qu'on découvrira plus tard dans l'histoire, mais faisons attention. Et justement, un certain nombre de gens se laissent piéger, un certain nombre de personnes, peut-être dans des quartiers ou dans des sectes, se retrouvent piégées. Faisons attention à ne pas les encourager dans ce système-là, je crois. Je crois que la mission des élus et la mission de la République, c'est aussi d'enseigner, d'aider, d'éduquer, de donner les moyens à chacun d'avoir son libre arbitre. Ça en fait partie et je crois qu'on ne doit jamais l'oublier. Un petit passage sur Strasbourg. Jean Joumard en a un peu parlé, par exemple, avec Saint-Étienne, mais on se cache derrière notre petit doigt. Enfin, certains se cachent derrière leur petit doigt. Quand Lyon, sous la mairie Gérard Collomb, a financé la Grande Mosquée, alors ils n'ont pas dit que c'était la Grande Mosquée, ils ont dit que c'était un lieu d'exposition et de débat. Mais c'était à l'intérieur. Il faut arrêter ce marché de dupes, et en particulier sur Strasbourg, où effectivement il y a la loi du Concordat et où du coup ce n'est pas la même chose. Ça, c'est issu de 14-18. On a repris l'Alsace et une partie de la Lorraine, et ils ont gardé un fonctionnement qui existe aujourd'hui en Allemagne, qui est encore différent d'ailleurs du fonctionnement russe qu'expliquait Jean Joumard. Je crois que la loi, j'en reviens sur une chose, la loi de 1905, elle est bien faite. Voilà. Et je ne crois pas, vraiment, je ne crois pas au fait qu'on puisse dire aux gens, vous ne pouvez pas être dans la rue habillé comme ci ou comme ça. Non, ça, c'est l'espace de liberté, c'est l'espace commun. Merci beaucoup, Olivier. On va terminer avec vous, Robert Kerulac. Merci. Non, sur l'espace public, je voudrais rappeler quand même, je vous invite à lire Voltaire si vous ne l'avez déjà fait, mais je pense que vous l'avez effectivement lu et que vous connaissez ses prises de position. Et il nous rappelle qu'au XVIIIe siècle, on dénonçait les gens qui n'enlevaient pas leur chapeau lorsqu'il y avait une procession dans la rue. On dénonçait les gens avec des peines très lourdes, qui pouvaient aller jusqu'aux galères, voire jusqu'à la roue. On dénonçait les gens qui mangeaient pendant le carême. Donc, vous voyez que la laïcité dans l'espace public, ça peut éventuellement être utile aussi. Alors, certes, le monde a changé, mais il peut y avoir aussi parfois des dérapages. Je ne pense pas qu'on ait dit qu'il n'y avait pas de problème. Simplement, il faut approcher les choses de manière globale. Il ne s'agit pas de désigner quiconque en le tenant pour responsable des difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui avec les lois qui garantissent la laïcité. Et je crois que ça a été dit, il faut éduquer, il faut expliquer, et il faut dire, il y a des règles. Il y a des règles de vie commune, et bien chiche, appliquons-les tous, et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'en inventer de nouvelles, et que tout peut aller mieux, simplement par le dialogue, par l'explication, par l'écoute, par le respect, et par l'idée que nous devons avoir des désaccords qui restent raisonnable, c'est-à-dire compatible avec une vie collective, compatible avec une vie commune. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation à ce rendez-vous du débat politique dans la Loire. Merci également à mon complice Thierry Bachet qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à nos partenaires Off Loire, Pourquoi j'aime Saint-Étienne et Saint-Étienne avance. On devait faire 22 minutes, on a fait plus d'une heure, mais le débat était très, très intéressant. Merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas vos réactions, vos questions à l'adresse suivante, résilience42@orange.fr. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc.